Bonjour à tous et bienvenue sur Tirelire Cassé. Aujourd'hui, je vous propose enfin une vidéo que vous attendez depuis un petit moment sur les 10 principales idées reçues en informatique qui sont malheureusement le résultat d'un marketing très avancé, très poussé des principales marques qui tentent coûte que coûte de vous vendre du nouveau matériel chaque année afin de vous faire dépenser vos quelques euros en poche. Je vous mettrai dans la description de la vidéo les principales sources que j'ai utilisées pour cette vidéo, à savoir que pour garder les choses le plus claires possible, je ne dépasserai pas 2 à 3 sources pour chacun des points. Vous pouvez bien évidemment en trouver plus et même parfois des avis contraires ou contradictoires. Et voilà, je me suis basé sur des sources fiables, des sites réputés, des youtubeurs moins sponsorisés que d'autres, pour vous proposer cette vidéo qui, je l'espère, vous sera très utile et que vous trouverez le sujet aussi passionnant que moi. C'est donc parti pour les 10 idées reçues en informatique liées au marketing. Idée reçue numéro 1, Intel c'est mieux qu'AMD pour jouer. Depuis des années, Intel et AMD, les deux leaders sur le marché des CPU, les processeurs pour nos ordinateurs, se livrent une guerre sans merci et leur cible de choix c'est bien sûr les gamers, qui sont de grands consommateurs de nouvelles technologies. L'idée reçue comme quoi AMD et Intel ne se vaudraient pas au niveau des jeux est très ancienne, mais elle n'est pas forcément d'actualité aujourd'hui. Ce que recherchent essentiellement les joueurs, ce sont des FPS maximum, à savoir le nombre d'images par seconde que vous allez pouvoir afficher sur votre écran. Aujourd'hui, ces FPS dépendent à 90% de la puissance de votre carte graphique, et du coup, pour réfuter cette idée reçue, nous allons partir sur des benches réalisés sur la nouvelle carte de Nvidia, la RTX 3080, l'une des cartes les plus puissantes disponibles aujourd'hui. Pour répondre de manière la plus objective à cette question, il faut prendre en considération les 3 résolutions principales de jeu aujourd'hui. Le 1080p ou Full HD, le 1440p communément appelé 2K et bien évidemment la 4K communément appelée Ultra HD. C'est pour la résolution 1080p que l'on voit une réelle différence entre les différents processeurs, à savoir que les processeurs Intel tiennent toujours quasiment le lead, car il faut savoir que les architectures sont très différentes entre AMD et Intel, et que certains jeux sont plus optimisés pour Intel ou AMD. C'est donc en 1080p que vous verrez le plus de différence entre les deux marques précédemment citées. L'écart s'amenuise lorsque l'on passe en 1440p, où la carte graphique commence à devenir le bottleneck, à savoir le facteur limitant. Dans ce cas de figure précis, les écarts se réduisent et on peut avoir des écarts allant de 4 à 8%, parfois plus, mais c'est quand même très rare. En 4K cependant, c'est la carte graphique qui devient vraiment le facteur limitant maximum et les processeurs arrivent quasiment à tous se valoir. À ce jour donc, on peut clairement dire que si vous jouez en 1440p, qui devient de plus en plus la norme, vous ne verrez pas forcément de différence que vous preniez un processeur Intel ou AMD. Même si je suis moi-même pro Intel, je reconnais les capacités de ces nouveaux processeurs AMD qui sont extrêmement compétitifs en termes de performance, mais également bien sûr de prix. Attention cependant, les processeurs AMD sont quand même reconnus pour avoir des bugs récurrents dans certaines applications ou certains jeux qui mettent parfois plusieurs semaines voire plusieurs mois à être résolus. Idée reçue numéro 2, avoir plus de corps, ça veut dire avoir plus de FPS dans les jeux. Alors pourquoi je précise dans les jeux? Parce qu'en fait, au niveau des applications, qu'elles soient professionnelles ou non professionnelles, mais on va dire de productivité ou de bureautique, avoir plus de corps veut dire bien souvent plus de performance. Que vous fassiez du montage photo, du montage vidéo, de l'animation 3D, ou même dans certains cas, le fameux logiciel Excel, vous tirerez profit bien souvent de tous les corps de votre processeur. Cependant, dans les jeux, l'histoire est un peu différente. Bien souvent, les jeux vont utiliser jusqu'à 4 corps, même si pour les consoles, ils sont programmés pour utiliser plus de corps. La programmation sur PC limite souvent à 4 corps. Certains arrivent à utiliser jusqu'à 6 corps, mais si on regarde bien les benches, bien souvent, ils n'utilisent que ces corps en partie et jamais à 100%.
Certains jeux, comme Ashes of Singularity, utilisent jusqu'à 12 corps ou 12 threads, mais bien souvent ce jeu est utilisé uniquement pour faire des benches et je connais pas vraiment de joueurs assidus sur ce jeu. Ce qui change réellement, c'est l'architecture qui évolue d'année en année. Pour garder les choses simples, on va rester sur du Intel aujourd'hui, et on va comparer des processeurs qui vont fonctionner tous à la même fréquence d'horloge, à savoir 5 GHz. Si on regarde les performances avec un seul corps, on se rend compte qu'on a une évolution tout à fait lisible d'une génération à l'autre, et c'est à peu près la même évolution qu'on va avoir dans les jeux. On peut donc assez facilement dire qu'elle n'est pas imputable au nombre de corps, mais bien au changement d'architecture et aux améliorations qui sont apportées à la puce en silicone. Et pour les plus sceptiques d'entre vous qui ne seraient toujours pas convaincus, il suffit de comparer les jeux qui sont capables d'utiliser tous les corps qui sont présents dans votre CPU. On constate la même différence que l'on avait constatée précédemment dans les performances avec un seul cœur. Cette différence est donc imputable à la différence de génération et donc d'architecture, et non pas au nombre de cœurs. A savoir aussi que tous ces tests sont réalisés avec la même fréquence, mais n'oubliez pas que d'une génération à l'autre, cette fréquence augmente et accentue encore la différence d'une génération à l'autre. Un processeur 10 corps apparaîtra donc toujours plus performant qu'un 8 corps, et un 12 corps apparaîtra toujours plus performant qu'un 10 corps. Mais ceci n'est pas dû au nombre de corps, mais bien à la fréquence qui est de plus en plus élevée, et également à la différence d'architecture qui est de plus en plus optimisée. Notez aussi, et ce sera mon dernier argument, que plus il y a de corps dans un processeur, plus leur utilisation baisse. On passe régulièrement de 80% d'utilisation pour un 6 corps à moins de 40% pour un 12 corps, soit 50% d'utilisation en moins. Un processeur 8 corps me paraît donc aujourd'hui être le meilleur compromis performance-prix pour les jeux. Idée reçue numéro 3, avoir plus de RAM permet d'avoir plus de FPS dans les jeux. Comme pour l'idée reçue numéro 2, je vais faire le distinguo entre les jeux et la vie réelle. Si vous êtes un professionnel et que pareil, vous faites du montage photo, du montage vidéo, de l'animation 3D, votre quantité de RAM minimum dépend essentiellement de la taille de vos projets. Si dans vos montages vidéo vous manipulez de gros fichiers 4K, vous aurez certainement besoin assez rapidement de 64 Go de RAM, voire dans certains cas extrêmes de 128 Go de RAM. Plus de RAM sera équivalente à plus de confort dans votre travail. Pour les joueurs, l'histoire est un peu différente. Sur la vidéo d'arrière-plan, vous voyez un comparatif qui montre sur plusieurs jeux comment la quantité de RAM affecte le nombre de FPS. Si 4 Go de RAM sont aujourd'hui totalement dépassés dans les jeux modernes, à partir de 8 Go de RAM, vous pourriez commencer à jouer. C'est à partir de 12 Go de RAM que l'on commence à avoir des performances à peu près honnêtes, mais c'est surtout à partir de 16 Go de RAM que le confort réel apparaît. Au-delà, qu'on ait 32 Go de RAM, voire plus, le nombre de FPS n'augmente plus. Faites attention, dans certains jeux, plus la RAM augmente au-delà de 32 Go, plus les performances baissent proportionnellement. Et oui, il faut savoir que Windows 10 gère très mal au-delà de 32 Go dans les jeux, et donc je vous conseillerais de ne jamais dépasser 32 Go si votre PC est essentiellement utilisé pour jouer. Idée reçue numéro 4, la vitesse de fonctionnement de votre RAM importe dans les jeux. D'une manière générale, la vitesse de fonctionnement de vos barrettes de RAM ne va pas vous importer beaucoup dans votre vie au quotidien. Par contre, dans les jeux, on remarque que de 2133 MHz jusqu'à 3200 MHz, l'évolution en termes de FPS est assez constante et régulière. À partir de 3200 MHz, on constate cependant que les performances s'amenuisent, et entre 3200 MHz et 3600 MHz, l'écart de performance est quasiment nul. La vitesse de fonctionnement optimisée semble donc aujourd'hui être 3800 MHz, car on constate un écart de nouveau de performance entre 3600 et 3800 MHz. Afin de profiter de ces performances élevées, n'oubliez pas lorsque vous insérez les barrettes de mémoire dans votre carte mère qu'il faut passer par le BIOS et activer les profils XMP qui sont généralement désactivés par défaut. A noter également que la plateforme AMD est beaucoup plus sensible à la qualité et à la vitesse de fonctionnement de la RAM que la plateforme Intel.
Idée reçue numéro 5, les disques durs NVMe sont beaucoup plus rapides que les SSD. Alors là, on va toucher vraiment du doigt le cœur de ce qui est le marketing informatique. Bien évidemment, si on compare les différents disques durs disponibles sur le marché, on va avoir 3 technologies qui s'affrontent. Les disques durs classiques mécaniques avec des pièces mobiles à l'intérieur, les disques durs dits SSD, qui sont en fait des puces mémoire avec un contrôleur, et les disques durs NVMe, qui se branchent sur un port M2 sur votre carte mère. Alors, je parle de disques durs pour comparer les 3 technologies, bien que dans les faits, les 2 dernières ne sont pas des disques durs à proprement parler. En termes de performance au niveau de ces 3 différentes technologies, les disques durs à partie mécanique ont généralement un transfert lorsqu'ils tournent à 7200 tours minute, compris entre 150 et 250 mégaoctets par seconde en vitesse séquentielle. C'est une moyenne haute sur les disques durs les plus performants du marché. Les SSD, eux, vont avoir une vitesse autour de 450 à 550 mégabits seconde, toujours en transfert séquentiel, et les disques durs NVMe en PCI Express 3 ont une vitesse comprise entre 3000 et 3500 mégaoctets seconde. Les nouveaux disques durs NVMe en PCI Express 4, eux, vont pouvoir avoir des vitesses de pointe allant jusqu'à 6000 mégaoctets par seconde. Mais quel est le résultat réel dans votre vie au quotidien? Malheureusement, en pratique, même si on voit une très claire évolution entre les disques durs mécaniques et les SSD, le marketing va vous faire croire que vous devez absolument remplacer maintenant vos SSD par des disques durs NVMe. Malheureusement, dans la vie réelle au quotidien, on constate que la différence d'accès aux données est minimale, et même les temps de chargement, que ce soit Windows ou bien vos jeux, est quasiment inexistante. On note même pas de différence au-delà de 1% entre un disque dur SSD et un disque dur NVMe. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que les applications ou les jeux ne sont pas programmés, ne sont pas prévus pour tirer parti de cette nouvelle technologie. Le seul cas concret dans lequel avoir un disque dur NVMe va changer les choses, c'est si vous avez besoin de transférer de très grosses quantités de données en vitesse séquentielle, à savoir que les vitesses qui sont données par les constructeurs sont toujours bien sûr les vitesses optimales, et vous n'aurez quasiment jamais dans la vraie vie des performances aussi importantes. Enfin, dernière chose, pour tirer profit de votre NVMe dans les meilleures conditions, pensez à bien le refroidir et à bien le ventiler. Il faut savoir que ces disques durs peuvent facilement atteindre les 100 degrés, mais que plus leur température est élevée, plus leur performance baisse afin de protéger leur contrôleur. Donc non, vous n'avez pas besoin de remplacer vos disques durs SSD par des disques durs NVMe plus coûteux, car dans la vie réelle, l'écart de performance est quasiment inexistant, voire totalement nul. Voilà qui va conclure cette première partie sur les 10 idées reçues en informatique. Je préfère couper cette vidéo en 2 parties car elle va être sinon beaucoup trop longue. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Bien évidemment, la thématique est sujette à controverse et vous pouvez avoir des contre-arguments. Je vous prie donc de rester bien sûr cordial dans les commentaires ou à venir en discuter directement dans le Discord, le lien est dans la description. Quant à moi, je vous dis à très vite sur Tirelire Cassée pour de nouvelles vidéos. Ciao.